Alors, je vais démarrer sur les chapeaux de roue, puisque le temps nous est compté. On a un vaste sujet à aborder ensemble. Donc, effectivement, j'ai terminé à m'intéresser à la méditation dans le cadre de cette réflexion sur l'accompagnement au long cours des personnes souffrant de, on appelle les troubles émotionnels, troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles liés au stress. Et on a proposé dès 2004, et ça fait un moment déjà, c'est impressionnant, comme le temps passe vite, des groupes de méditation à nos patients dans l'unité de consultation où j'exerce à Sainte-Anne. Alors voilà un petit peu le contexte dans lequel je me présente à vous et pour lequel Yves m'a invité à vous présenter ce survol sur la méditation. Et je vais commencer par peut-être un petit cadrage sur ces questions concernant la méditation. Souvent, on a tendance à percevoir la méditation comme quelque chose d'un petit peu exotique, un petit peu lointain. Et quand on prononce le mot méditation, souvent à l'esprit de beaucoup de personnes, c'est ça qui arrive, un moine, la crâne rasé, avec la robe de moine, contemplant son jardin japonais soigneusement ratissé. Alors, ça existe, c'est même une des sources principales des techniques de méditation qu'on utilise actuellement dans le monde des soins, mais ça n'est pas que ça. On cherche aussi aujourd'hui, comme vous le voyez, à ce que la méditation sorte de la sphère religieuse, sorte de la sphère spirituelle et puisse être une aide, une source d'inspiration à nous tous, c'est-à-dire des gens qui vivent dans la société civile et qui pouvons avoir besoin d'un petit peu de calme, de zen, etc., pour mieux accomplir leur travail, leur mission, et voilà, ce que nous avons à faire sur cette terre. Alors, ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il y a incontestablement une mode de la méditation. Bon, vous voyez, la méditation est récupérée dans un certain nombre de publicités, comme cette publicité pour une marque de sous-vêtements. Donc c'est vrai que cette mode existe, qu'elle met beaucoup en avant dans les médias la méditation. Mais on va voir qu'elle est évidemment bien plus que tout ça. Alors souvent quand je passe cette photo, je me fais tirer l'oreille à la fin de l'exposé par des dames qui disent que c'est pas très bien d'utiliser des photos de dames dénudées pour faire mon exposé. Alors du coup j'ai décidé de rétablir, ça n'a absolument rien à voir. Mais voilà, pas être sexiste, et effectivement c'est normal, quand on montre un corps dénudé d'une dame, il faut montrer aussi le corps dénudé d'un homme pour ne pas se faire gronder. Alors, voici le plan que nous allons suivre. Je vais commencer par vous rappeler l'histoire simplifiée par laquelle la méditation est arrivée jusqu'à nous et le contexte dans lequel justement elle prend place aujourd'hui pour les Occidentaux. De manière très simplifiée, la méditation, c'est une très très vieille histoire, ça fait 2 millénaires et demi, 2500 ans qu'on médite, notamment en Orient, mais il y a aussi des traditions méditatives en Occident, et globalement dans toutes les cultures ont leur tradition méditative, contemplative. On aura peut-être le temps de préciser les similitudes et les différences entre méditation et contemplation. Et donc, tout ça se pratique depuis très longtemps dans un cadre religieux, spirituel. Le premier grand changement a eu lieu dans les années 60, vous savez, quand un type particulier de méditation, dont certains d'entre vous se souviennent peut-être, qu'on appelle la méditation transcendantale, a commencé à être en vogue en Occident, avec les années Babakoun, notamment les Beatles par exemple, étaient des fans de méditation transcendantale. Ils allaient faire des retraites en Inde, dans l'ashram de leur gourou. Les retraites étaient un peu olé-olé, puisque les Beatles se déplaçaient toujours avec des tas de petites starlettes en jupe courte, qui excitaient beaucoup les yogis. Mais ça a été une des premières sorties finalement de la méditation hors du champ des monastères, de la religion, etc. Et puis le vrai virage a été pris dans les années 90, lorsque les premiers chercheurs, les premiers scientifiques se sont mis en tête de voir si finalement ces pratiques méditatives comportaient des vertus en termes thérapeutiques et se sont mis à explorer les bénéfices cliniques, thérapeutiques, les modifications cérébrales qui étaient obtenues chez les personnes qui méditaient, qu'il s'agisse de méditants débutants ou de méditants confirmés, des gens comme Matthieu Ricard, qui est donc le moine bouddhiste, interprète du Dalai Lama, et qui est au départ un chercheur. Matthieu travaillait comme chercheur en biologie moléculaire dans le laboratoire, justement, tu parlais d'Odile Jacob, du père d'Odile Jacob, donc François Jacob, avant de s'envoler pour l'Inde, puis pour
l'Himalaya, où il est devenu ensuite moine bouddhiste. Donc on le voit là se prêter à des recherches, notamment IRM fonctionnelle, etc., sur le fonctionnement de son cerveau lorsqu'il médite, lorsqu'il répond à la douleur et toutes ces choses-là. Et depuis ces années 80-90, effectivement, on assiste à un décollage. Là, vous avez le nombre de publications par an, de travaux concernant de près ou de loin la méditation dans des revues scientifiques comportant un comité de lecture, c'est-à-dire comportant un tri, un filtrage des papiers, et donc a priori ne retenant que les papiers tenant la route au point de vue scientifique. Donc cet engouement du petit monde, des chercheurs en neurosciences, des cliniciens pour la méditation, a incontestablement beaucoup fait pour qu'elle sorte de sa stricte sphère religieuse et pour qu'elle soit adoptée aujourd'hui, notamment dans le monde de la santé et de la médecine. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose qui est que très probablement l'intérêt que l'on porte à la méditation vient du fait qu'elle répond à des déséquilibres, qu'elle rééquilibre justement des carences, des manques qui sont liés à nos styles de vie contemporains. Vous savez que nous faisons des progrès, l'espèce humaine est une espèce qui progresse très régulièrement en termes de savoir, sinon de sagesse, mais vous savez aussi que parfois certains de ces progrès s'accompagnent de régressions, certains de ces progrès posent des problèmes, posent des difficultés. Et c'est un petit peu comme ça qu'on peut chercher à comprendre la manière dont la méditation finalement a été si rapidement adoptée par nos sociétés occidentales. On peut essayer de le comprendre en le comparant à ce qui s'est passé pour le sport et l'activité physique. Vous savez qu'aujourd'hui, les médecins recommandent volontiers à leurs patients de faire de l'activité physique pour une raison simple, c'est que sinon nous serons carencés en activité physique parce que nous vivons dans des sociétés sédentaires. Nous pouvons passer nos journées en faisant très peu de mouvements. Nous prenons l'ascenseur pour monter dans notre voiture qui nous amène à notre travail, nous prenons l'ascenseur qui nous amène jusqu'à notre bureau, on s'installe dans le bureau et là on a tout, le téléphone, les mails, les SMS, et on peut pratiquement ne dépenser aucune énergie à se déplacer. Ça n'était pas le cas il y a quelques siècles. Il y a quelques siècles, quand on avait faim, il fallait aller arracher des carottes, poursuivre le lapin. Quand on avait soif, il fallait descendre à la rivière, actionner la pompe, tirer l'eau du puits. Si on voulait se faire à manger, il fallait casser les bûches, allumer le feu. Voir ses amis, il fallait marcher jusqu'au village voisin. Donc la vie était toute une journée comportait un programme de dépenses physiques, d'activité physique considérable, donc les médecins n'avaient pas besoin de recommander de faire du sport. Aujourd'hui, comme nos sociétés ont changé, nous sommes carencés en activité physique et donc il nous faut, pour compenser cette carence, pratiquer des activités physiques délibérées, sans objectif particulier. Quand on fait un footing, on ne va nulle part, hein, on fait juste le footing pour faire le footing, mais c'est bon pour notre santé. Et la méditation obéit un petit peu au même modèle. Dans les carences qui sont aujourd'hui les nôtres, que compense la méditation, il y a des carences de calme. Nous sommes très souvent dans des environnements bruyants, agressants, sollicitants. Des carences de lenteur. Nos sociétés nous incitent à réagir, à aller de plus en plus vite, à répondre de plus en plus vite au téléphone, aux mails, aux sollicitations. Vous savez, quand vous ne répondez pas tout de suite à un SMS, une heure après, les gens vous demandent si vous avez bien reçu les SMS, etc. Et des carences de continuité. De plus en plus souvent, dans nos sociétés, on va en reparler, il nous est difficile de rester dans la continuité d'une activité, qu'il s'agisse d'un loisir ou d'un travail, sans être dérangé, une fois de plus, par tous ces objets à la fois merveilleux et diaboliques que sont les écrans, les téléphones, les SMS, etc., etc. Et lorsque nous méditons, finalement, lorsque nous décidons de faire de la méditation, c'est souvent parce que, intuitivement, de manière consciente, nous aspirons à redonner à notre cerveau, à notre personne, des moments où nous sommes dans le calme, la lenteur et la continuité. Tout ressenti dont nous frustrent et nous privent nos modes de vie contemporains. Donc voilà pourquoi c'est au-delà de la mode, voilà pourquoi c'est au-delà de ce que peut montrer la science. Parfois la science montre des directions que la société n'adopte pas ou met longtemps à adopter. Et voilà pourquoi finalement la méditation est sur le devant de la scène d'une certaine façon. Alors,
la définition exacte de la méditation n'est pas quelque chose de facile. En réalité, on ne devrait pas dire d'ailleurs la méditation, mais les méditations. C'est une famille, c'est un ensemble de pratiques, d'approches, de techniques assez hétérogènes. Et c'est déjà hétérogène quant à la conception occidentale versus orientale. Dans le langage des Occidentaux, dans les références des Occidentaux, souvent, méditer, c'est réfléchir. Quand on évoque, comme sur ce tableau de Rembrandt, les méditations d'un philosophe, on veut dire que le philosophe prend le temps de réfléchir à des choses importantes pour la vie des humains, la vie, la mort, l'au-delà, l'infini, le passage du temps. Mais donc c'est un exercice intellectuel approfondi. Ça n'est pas ce type de méditation que nous utilisons dans nos programmes thérapeutiques à Sainte-Anne et qu'utilisent de façon générale les soignants qui font de la méditation. Et le type de méditation qu'on utilise pour soigner dans le monde de la santé, c'est plutôt une méditation qui est inspirée d'une vision plus orientale des pratiques méditatives et qui décrit non pas une activité intellectuelle, une façon approfondie de réfléchir, mais plutôt le fait de décider de se rendre présent à ce qui est en train de se passer. S'arrêter de réfléchir, ou en tout cas ne pas accentuer l'aspect intellectuel de notre présence au monde, simplement s'arrêter pour ressentir, pour éprouver, pour accueillir. Se rendre présent à soi et au monde de manière intense et non réactive. Je dis non réactive puisque lorsque je médite, je suis assis sur mon banc, mon fauteuil, mon coussin de méditation ou une chaise normale, pas besoin de matériel particulier. Je ferme les yeux. Évidemment, si le téléphone sonne, si j'entends des petits quick qui me disent que j'ai reçu un SMS, je ne réponds pas. Sinon, c'est plus de la méditation, quoi. C'est du repos dans lequel je m'interromps sans arrêt. Donc, présence intense, approfondie, mais non réactive au monde qui nous entoure. Ce n'est pas une sieste, ce n'est pas se couper du monde, c'est se rendre présent au monde, mais ne pas réagir à ses sollicitations, pendant l'exercice en tout cas. Et donc, depuis très longtemps, les traditions orientales de méditation nous rappellent que simplement accomplir régulièrement ce type d'exercice, s'asseoir et ne rien faire, mais à fond. C'est André Comte-Sponville qui aime bien la méditation zen, qui dit voilà, le zazen c'est très simple, tu t'assieds, tu fermes les yeux et tu fais rien, mais ce rien que tu fais, tu le fais à fond. Ne rien faire, mais à fond. Simplement répéter quotidiennement ce type d'attitude, eh bien, apporte, on essaiera de comprendre tout à l'heure comment ça marche, par quel mécanisme, apporte ce qu'on pourrait appeler une pacification émotionnelle, le samatha des orientaux, apporte une clarification intellectuelle, on comprend mieux le cheminement de nos pensées, de nos exagérations, de nos ruminations, de nos émotions excessives, on a davantage de discernement, et représente finalement l'équivalent de l'exercice physique dont je parlais tout à l'heure sous forme d'un exercice mental, d'un entraînement de l'esprit. Et c'est un entraînement de l'esprit que nous avons peu d'occasion finalement d'accomplir dans nos journées. Vous savez, moi je suis souvent frappé par la naïveté qu'on a fréquemment vis-à-vis de nos changements psychologiques. Souvent, voilà, c'est le 1er de l'an, c'est notre anniversaire, que sais-je encore, un événement de vie qui nous remue beaucoup. On prend des résolutions. On se dit non, mais à partir de maintenant, je vais essayer de moins stresser, d'être plus cool, de davantage savourer la vie, de moins me déprimer. Et puis on en reste là. C'est aussi absurde que si on disait à partir de maintenant, je vais essayer de développer ma capacité respiratoire, je vais faire l'effort de courir plus vite, sans s'entraîner. Pour avoir plus de capacité respiratoire, pour courir plus vite, plus longtemps, il va falloir qu'on s'entraîne, qu'on court. Si on veut être plus souple, on sait qu'il va falloir faire du yoga. Il ne suffira pas de le vouloir. Et pourtant, on continue de penser comme ça par rapport à ses capacités émotionnelles. Il faut que je m'énerve moins, il faut que je profite davantage de la vie, alors que ça obéit aux mêmes règles. Il va falloir que je mette en place un entraînement, des exercices réguliers, justement, pour mieux comprendre comment marchent mes colères, m'arrêter quand je suis en colère, voir ce qui se passe, vers quoi ça me pousse, etc. La méditation est une des possibilités d'entraînement de l'esprit pour modifier nos automatismes et nos habitudes psychologiques. Alors,
Quand on parle de méditation, ici, aujourd'hui, en Occident, de façon générale, quand vous voyez des reportages sur la méditation à la télé, vous entendez à la radio, vous les lisez dans les journaux, en général, c'est un type particulier de méditation. Je vous ai dit qu'on devrait dire les méditations, elles sont très très variées. Il y a la méditation zen, il y a la méditation vipassana, il y a des méditations hindouistes, bref, c'est un univers très très varié, très complexe. La méditation dont on parle aujourd'hui, quand on n'ajoute pas de précision particulière, c'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, c'est un ensemble de techniques méditatives inspirées du bouddhisme, mais qu'on a laïcisées, c'est-à-dire qui ne supposent plus, tel qu'on les pratique, d'avoir des statuettes de Bouddha dans un coin de la salle, de mettre des bâtons d'encens, de se prosterner, de faire des prières. Tout ceci est très respectable, mais on n'a pas à le faire à l'hôpital, dans les écoles, dans les entreprises, évidemment. Donc, on a pris la partie laïque, si j'ose dire, de ces pratiques méditatives bouddhistes. Elles ont été codifiées, ça veut dire qu'il y a des protocoles qui sont appliqués dans le monde entier à peu près de la même façon. C'est 8 séances. Le programme de la séance 1 est assez codifié, et c'est le même aux États-Unis, en France, au Japon. On pratique ces choses-là de la même façon. Séance 2, séance 3. Et ça a été l'objet, ces protocoles de méditation laïque, donc de pleine conscience, ont été l'objet de beaucoup, vous l'avez vu, de travaux scientifiques qui en ont validé l'intérêt pour aider, soigner, améliorer, prévenir les rechutes, etc. Donc, de ce fait, tout ça a permis de les intégrer dans la société civile, la société laïque, puisque nous ne proposions plus pas des techniques religieuses, mais des techniques laïques absolument adaptées aux exigences légitimes des lieux de soins, d'enseignement, etc. Ce qu'il y a d'amusant dans la méditation de pleine conscience, c'est qu'au fond, c'est un exemple de mondialisation réussie. On a des techniques d'inspiration orientale que les Occidentaux codifient et valident par la tradition de recherche scientifique issue de l'Occident, et qui du coup se mondialisent et utilisées telles quelles, telles que européanisées, occidentalisées dans les pays orientaux de nouveau. Donc l'idée, elle est simple, hein, c'est de prendre un occidental moyen, un peu sédentaire, etc., de voir ce que ces approches orientales peuvent lui apporter, puis de faire une petite synthèse. Bon, voilà. Alors, quand on parle de méditation, tout à l'heure je vous parlais un petit peu des clichés, hein, le moine, le crâne rasé, dans sa robe de moine, qui médite voilà, dans un environnement oriental et monastique. Il y a d'autres idées reçues. Par exemple, on voit que souvent les gens qui viennent nous voir pour faire de la méditation espèrent que méditer les aidera à faire le vide dans leur tête, ne plus toujours cogiter, penser, s'inquiéter, ruminer. C'est une idée reçue, malheureusement, puisque la plupart du temps, ce dont on s'aperçoit quand on s'assied, qu'on ferme les yeux pour méditer, c'est qu'au contraire, c'est le bazar dans notre tête. Il y a plein de pensées dans tous les sens. Il y a finalement tout ce que nos actions et nos distractions nous permettent de fuir. Quand on voit les gens toujours fourrés sur leurs jeux électroniques, leurs écrans, ou être des bourreaux de travail, c'est en partie parce qu'ils aiment ça, certainement, mais en partie aussi parce que ça leur évite de se tourner vers ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, vers ce tumulte de leurs pensées, tous les problèmes non résolus, les émotions non réglées, etc. Donc, première idée reçue à laquelle on peut tordre le cou, quand on médite, on ne rencontre pas le vide dans sa tête, on rencontre au contraire un bavardage mental incessant et normal. Le cerveau produit des pensées, des images, des souvenirs en permanence, tout comme nos poumons produisent le va-et-vient du souffle. Chaque organe fait son boulot, donc l'idée de la méditation n'est pas d'interrompre le flot des pensées, mais de prendre un peu de recul. L'image qui est souvent donnée dans la méditation zen, c'est la personne qui est assise sur le bord du fleuve et qui voit passer le fleuve, qui voit passer les flots. Elle n'est pas dedans, elle n'est pas en train d'y nager, de s'y débattre, mais elle est sur le bord, elle les regarde passer. C'est la position qu'on peut adopter lorsqu'on médite et qu'on a un peu l'habitude pour observer le passage de ses pensées. Mais l'arrêt total des pensées n'est ni un objectif, ni souvent une réalité atteignable.
La deuxième idée reçue, c'est que la méditation pourrait être un moyen de nous couper du monde, de nous protéger de la violence du monde, d'en créer une petite bulle dans laquelle on est bien, on s'installe et comme ça, tout va bien. Bon. Alors, parfois ça arrive, hein, parfois c'est un peu ça qui se passe, mais en tout cas, ça n'est pas ça qu'on doit poursuivre ou rechercher. On ne fait pas de la relaxation. La méditation n'est pas de la relaxation. Quand on se relaxe, on souhaite être confortable, s'apaiser, on souhaite, à l'issue de la séance de relaxation, se sentir mieux, avoir les muscles relâchés, l'esprit apaisé, toutes ces choses-là. Quand on médite, c'est pas du tout vers ça qu'on court. Ça peut arriver, et lors de certaines séances, voilà, on a la chance d'aller à la rencontre de l'apaisement, mais à d'autres moments, on va méditer sur des émotions douloureuses, on va se poser et examiner des souffrances qui sont les nôtres à cet instant. Et ce n'est pas forcément drôle, léger, apaisant, relaxant, mais c'est un exercice de confrontation à la réalité. Et vous verrez que dans la méditation, on encourage beaucoup les personnes, lorsqu'elles souffrent, à s'arrêter pour observer ce qui se passe, au lieu de chercher toujours à vouloir écarter ou supprimer la souffrance. En tout cas, lorsque ça n'est pas facile à faire, évidemment, s'il y a des souffrances que je peux arrêter, si je marche avec une chaussure dans le caillou, c'est plus simple, plutôt que de marcher en disant c'est rien, prendre du recul, voilà, puis il y a la douleur, mais tu peux continuer à aller où tu veux, vaut mieux s'arrêter, enlever la chaussure. Mais malheureusement, beaucoup de nos souffrances n'obéissent pas à ce type de fonctionnement, et à ces moments-là, on verra que la méditation peut être une aide pour affronter différemment ce qui nous fait souffrir. Puis il y a encore, bon, après j'arrêterai, une autre idée reçue sur la méditation, c'est que la méditation nous aiderait à être zen, cool, détendu. Bon, très bien là aussi de vouloir être zen, sauf que le côté un peu ironique de cette histoire, c'est que s'il y a bien une école de méditation qui n'est pas du tout cool, c'est le zen, qui est une tradition méditative japonaise. Vous voyez la tête d'un maître de zen qui a une grande baguette, et dès qu'il voit que ses élèves, ses moines méditants sont en train de s'endormir, au bout de la 3e heure de position assise, qu'ils sont en train de perdre la posture, il leur donne un grand coup de baguette entre les épaules. Donc, on va arrêter parce qu'il y a encore plein d'idées reçues, mais je ne vais pas vous parler avec ça. Globalement, je crois que ce qu'on peut retenir, ce qu'on peut dire, c'est que la méditation, c'est un entraînement de l'esprit, comme le sport est un entraînement du corps. Et tout comme il y a des tas de sports différents, du basket, du footing, du golf, que sais-je encore, il y a des tas de méditations différentes. Aujourd'hui, on parle plus spécifiquement de la méditation de pleine conscience. Elle entraîne, elle permet beaucoup de bénéfices. C'est pour ça qu'elle est très en vogue. Elle est en vogue, vous l'avez compris, c'est une méditation laïque, validée par la recherche. Elle est très simple d'accès, c'est une des techniques les plus faciles à apprendre. Et elle est un noyau commun à pratiquement toutes les approches méditatives. Donc c'est ce qui explique qu'elle serait en vogue, mais effectivement, elle comporte des bénéfices extrêmement intéressants. Par exemple, de manière systématique, on s'aperçoit que lorsqu'on entraîne nos patients, mais ça s'applique aussi aux non-patients, à ces techniques de méditation de pleine conscience, on va améliorer ce qu'on appelle la stabilité attentionnelle, la qualité attentionnelle. L'attention, c'est le fait de porter son esprit sur un objet qu'on a délibérément choisi, et puis de rester centré sur cet objet, sur une lecture, une réflexion, l'écoute de quelqu'un, etc. Ces capacités attentionnelles semblent assez menacées aujourd'hui, justement, par la sursollicitation dont nous sommes l'objet du fait de la multiplication des écrans. Cette société du digital dans laquelle nous évoluons est très passionnante, très riche, très féconde, mais aussi très problématique et qui perturbe énormément l'écologie de notre cerveau, à tel point qu'on se demande, certains chercheurs en tout cas, et certains observateurs se demandent si on n'aboutit pas de plus en plus, notamment dans les jeunes générations qui grandissent avec ces histoires-là, a une grande difficulté à rester centré sur une seule activité. Vous voyez, ce monsieur qui au travail pense à un loisir qu'il aime bien, quand il est dans le loisir qu'il aime bien, il pense à un autre loisir encore plus intéressant, et quand il est enfin à la 3e étape, il se remet à penser à sa journée de travail du lendemain. Et on sait qu'un des moyens de se défendre par rapport à ces sursollicitations digitales, qui aboutissent parfois à des dépendances effectivement digitales, ce sont ces pratiques méditatives. Donc on a beaucoup de publications attestant ces histoires-là. Et d'ailleurs, nous, quand on a démarré en 2004, nos groupes de méditation à Sainte-Anne, c'était un peu tôt encore, ça faisait un peu peur aux patients et à nos collègues. On appelait ça des groupes d'entraînement attentionnel.
pour avancer un petit peu dans la discrétion, pour ne pas affoler tout le monde. Et c'était qu'un demi-mensonge, puisqu'effectivement, on muscle beaucoup les capacités attentionnelles en apprenant à nos patients à méditer. Un deuxième bénéfice porte sur la régulation des émotions et des impulsions. Alors, la régulation des émotions, c'est un truc vraiment important en clinique, d'arriver. Vous savez que les émotions, c'est normal, d'être en colère, d'être anxieux, d'être triste, c'est quelque chose de normal. Ce qui est moins, c'est quand les émotions sont intenses, explosives, anormalement prolongées, ou quand elles se déclenchent pour des situations peu adaptées. Et donc, ce dont on s'aperçoit, alors que lorsqu'on entraîne nos patients à méditer, on ne leur donne pas de consignes spécifiques de réguler leurs émotions de telle ou telle façon. On leur dit juste, quand vous êtes sous le coup d'une émotion que vous repérez, qu'elle soit agréable ou désagréable, arrêtez-vous et regardez ce qui se passe. Regardez comment cette émotion s'incarne dans votre corps, quelle est sa traduction au niveau des sensations corporelles. Regardez qu'est-ce qu'elle fait naître comme pensée, regardez qu'est-ce qu'elle fait naître comme impulsion, comme envie d'action dans telle ou telle direction. Restez avec ça, continuez de respirer, observez, observez encore. Et on développe comme ça une intelligence émotionnelle, qu'il s'agisse d'apprendre à mieux savourer les bons moments, en approfondissant ces émotions, ces ressentis émotionnels agréables, ou qu'il s'agisse d'arriver à mieux affronter les moments difficiles et douloureux, en apprenant aussi à observer, à laisser reposer les émotions désagréables. Donc vous voyez, c'est une philosophie qui n'a rien à voir avec la relaxation, plus grand-chose à voir. On est vraiment dans un outil de confrontation au réel et à l'impact du réel sur nous-mêmes. Donc, il y a des tas d'études, là encore, ça c'était une petite étude qu'on avait conduite dans le service avec Régine Jalingro, qui est une chercheuse qui travaille beaucoup sur les impulsions notamment, et où on avait montré, comme tout le monde, que les patients à qui on apprenait à méditer avaient un meilleur équilibre émotionnel, avaient une meilleure régulation émotionnelle et avaient un meilleur contrôle de leurs impulsions. Le contrôle des impulsions, c'est un truc très important dans nos sociétés, parce que nous sommes dans des sociétés qui dérégulent beaucoup notre autocontrôle, qui nous incitent à manger, à acheter, à téléphoner. Donc il faut faire des efforts comme ce monsieur pour résister un petit peu à tout ça. Et les personnes qui pratiquent régulièrement la méditation de pleine conscience musclent ses capacités d'autocontrôle. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais là aussi on a beaucoup de travaux qui vont dans ce sens-là. Mais de toute façon, quand on médite, on passe son temps à contrôler ses impulsions. La première impulsion qui va m'habiter dès que je m'assieds, voilà, je vais dire, allez, tu vas méditer 20 minutes, je me mets sur mon banc, je ferme les yeux, et au bout de 30 secondes, je vais me dire, punaise, t'as oublié de répondre au SMS d'Ivagile, ou là là, t'as oublié de faire ceci. Et là, je me dis, bon, c'est con, parce que si je reste un quart d'heure à méditer, je vais oublier. C'est trop bête d'oublier, donc je me lève, je note le machin, je me rassieds. Autre impulsion, me dire, non, aujourd'hui, tu n'arrives pas à méditer, c'est trop nul, allez, arrête la séance, tu feras 2 fois plus demain. Et donc, j'ai intérêt à apprendre à lutter contre ça, toujours dans le cadre de cette notion d'entraînement de l'esprit. Si je veux mieux résister aux impulsions, eh bien, il faut bien qu'il y ait un moment où je m'entraîne à rencontrer des vraies impulsions et à leur dire non. Troisième dimension qui nous intéresse beaucoup en clinique, c'est la régulation de ce qu'on appelle les cognitions. Les cognitions sont les pensées automatiques, c'est notre lecture du réel, c'est ce que nous percevons des événements qui nous arrivent et parfois elles sont adaptées, mais assez souvent, notamment chez nos patients, elles ne le sont pas. On va partir dans des directions un petit peu excessives, comme cette dame, vous voyez, donc, qui est confrontée à une situation un peu contrariante, mais dont on voit bien que mentalement, elle fait une lecture un peu trop explosive, un peu trop intense, et donc ce que dit la tradition bouddhiste, ce qui est assez amusant, c'est qu'elle se tire une double flèche. La première flèche, ou la première peine, si vous voulez, c'est le réel, la situation telle qu'elle se présente objectivement, mais la deuxième flèche, ou la double peine, c'est sa lecture du réel. Et très fréquemment, en tout cas beaucoup des souffrances de nos patients, ne sont pas seulement liées à ce qui leur arrive, aux événements qui leur arrivent, aux contrariétés, aux difficultés, mais aussi à la lecture qu'ils en font. Ils se disent « je suis fichu, je suis nul, je n'arriverai pas à faire face, c'est la fin, etc. etc. » Et ça, ce sont
des phénomènes virtuels. On n'est plus dans le réel, on n'est plus dans quelle est la difficulté concrètement, on est dans qu'est-ce que j'imagine être la signification ou les conséquences de cette difficulté. Et là, on part dans le virtuel. Et ce qu'apprend la méditation à nos patients, c'est repérer où ils en sont. Souvent, beaucoup de nos souffrances viennent du fait qu'on confond ce qui nous arrive et ce qu'on pense qui nous arrive. Et on a des difficultés, mais notre lecture de ces difficultés, voilà, quelqu'un ne nous dit pas bonjour dans la rue, ça nous fait de la peine, mais ça nous fait d'autant plus de peine que on va commencer à se dire, il l'a fait exprès, il ne m'aime plus, personne ne m'aime, je ne suis pas digne d'être aimé, ce à quoi arrivent assez rapidement nos patients dépressifs. Et cette dimension-là, les patients qui méditent repèrent beaucoup mieux la rapidité avec laquelle elle se met en place. Et puis le dernier point qui nous intéresse évidemment beaucoup en tant que médecin, c'est l'impact de la méditation sur la santé. Donc, bien qu'il ne faille pas séparer la santé du corps et la santé de l'esprit, je le fais pour des raisons pédagogiques, on a des études que moi je trouve assez fascinantes, assez intéressantes, même si parfois je ne comprends pas tout, notamment dès qu'on rentre dans la biologie moléculaire, montrant que les pratiques méditatives ont un impact sur les variables biologiques, non plus seulement dans l'évaluation subjective, mais dans les variables biologiques. Par exemple, cette vieille étude déjà, mais qui était très intéressante, qui consistait à prendre des personnes volontaires qu'on séparait en deux groupes comparables. On fait ce qu'on appelle une randomisation, on les sépare en deux groupes à peu près comparables en termes d'âge, de sexe, etc. La moitié de ce groupe était initié à la méditation. On leur proposait un programme pendant 3 mois où on leur apprenait à méditer. L'autre moitié était mise en liste d'attente. On leur disait, on ferait la même chose, mais dans 3 mois. À l'issue des 3 mois, on injecte à tout le monde, c'est l'automne, on injecte un vaccin antigrippal aux personnes qui ont appris à méditer et à celles qui étaient en liste d'attente, qui ne savent pas méditer. Et quelques semaines après, on fait un titrage des anticorps produits par les personnes qu'on a vaccinées. Et on s'aperçoit que les personnes qui ont appris à méditer ont une réponse immunitaire, une production d'anticorps supérieure à celle du groupe contrôle qui n'a pas appris à méditer. On s'aperçoit aussi, mais ça c'est encore un autre axe de recherche, que la pratique méditative régulière a modifié leur activité électrique cérébrale, qu'ils ont une activité électrique accrue au niveau du cortex préfrontal gauche, ce dont on soupçonne que c'est associé à un niveau d'émotion positive plus important, puisque dans les recherches qui sont faites, lorsqu'on induit des émotions positives chez des volontaires, on accroît l'activité électrique au niveau du cortex préfrontal gauche. Chez les gens de manière régulière, joyeux et optimistes, on a une activité de base légèrement plus élevée que chez les gens avec des tendances dépressives, etc. Bref, simplement 3 mois d'apprentissage de pratiques méditatives modifient déjà la qualité de la réponse immunitaire à un vaccin. On a une autre lignée d'études, là aussi vraiment intéressante, qui est conduite notamment par l'école de Blackburn, qui a obtenu le prix Nobel pour sa mise en évidence de ce qu'on appelle les télomères, de leur fonctionnement et de leur rôle. Les télomères, c'est les capuchons des chromosomes qui protègent un petit peu les chromosomes lors des duplications cellulaires. Donc Blackburn a montré notamment il y a assez longtemps que plus une personne vivait d'événements stressants, plus ça avait tendance à abîmer ses télomères, à raccourcir les télomères, ce qui n'est pas une bonne chose, puisque c'est un facteur d'accélération du vieillissement cellulaire. Et elle a pu montrer dans cette étude et une autre, je crois bien, qu'à l'inverse, les fortes doses de méditation améliorer la réparation des télomères en augmentant la production d'une enzyme qui s'appelle la télomérase. Alors, forte dose de méditation, c'est que quand même les gens qui étaient dans le groupe de méditation versus le groupe qui attendait et qui ne méditait pas, toutes ces personnes étaient des personnes qui étaient des méditants expérimentés, même le groupe contrôle. Donc eux continuaient à méditer comme d'habitude et le groupe méditation était invité à faire une retraite de 3 mois pendant laquelle 6 heures par jour il méditait. Donc c'est vraiment d'assez forte dose, hein. C'est rare qu'on puisse, dans une vie civile normale, faire ça. Mais chez les participants à ce groupe-là, les taux de télomérase qui étaient mesurés, bon, tout ça c'est des techniques assez complexes, hein, c'est pas du tout de pratique courante, étaient significativement plus élevés que ceux du groupe
qui n'étaient pas conviés à méditer de façon intensive. Alors malheureusement, je ne sais pas trop pourquoi, ils n'avaient pas fait de dosage de la théomérase au début de l'expérience, ce qui aurait été encore plus convaincant, mais on a des choses comme ça assez troublantes. Bon. Il y a plein d'autres études, je vais passer rapidement parce que d'abord je ne les maîtrise pas toutes, ensuite elles sont quasiment innombrables, mais par exemple cette étude relativement récente qui montre que chez les méditants très expérimentés, la pratique méditative semble avoir un effet freinateur sur les petits signes d'amincissement cortical qui sont en général associés à l'avancement en âge. On a d'autres études montrant que de biologie moléculaire, que les pratiques méditatives, même sur un temps limité, peuvent modifier l'expression génique, la manière dont certains gènes liés à l'inflammation ou au stress vont ou non s'exprimer et provoquer des modifications métaboliques. Donc tout ça est assez excitant, ce sont des études sur des petits nombres de patients qui méritent d'être répliquées, mais quand même, ce sont vraiment des pistes intéressantes. Et globalement, on retrouve ces bénéfices au niveau clinique. Ce qu'on appelle la clinique, c'est quand on voit concernant la santé, on n'est plus dans la neuroimagerie, on n'est plus dans la neurobiologie, mais c'est la santé concernant diverses maladies, on voit que globalement, la pratique méditative régulière améliore beaucoup de maladies. Je n'ai pas dit guérit, supprime les maladies, mais allège les symptômes et améliore le ressenti subjectif des patients. Même chose pour la santé de l'esprit, on dispose de beaucoup d'études. Les plus nombreuses concernent les patients qui souffrent de dépression, et notamment de dépression récurrente, et les patients qui souffrent de troubles anxieux. Là, vous avez deux livres sortis chez notre ami Odile Jacob, avec des CD, des livres traduits de l'anglais et de l'américain, qu'on prescrit volontiers aux patients. C'est des self-help, des livres destinés à aider les personnes. Et là encore, on a beaucoup d'études. Ça, c'était une belle étude qui avait été conduite sur 150 ou 200 patients, je ne me souviens plus exactement, vous devez la voir, là, je l'ai derrière moi, mais vous l'avez. Donc, ce sont des patients à gros risque dépressif, c'est-à-dire c'est des gens qui ont fait déjà au moins 2 épisodes dépressifs dans leur vie. À l'occasion d'un 3e épisode, lorsqu'ils se présentent en tout cas dans le service où travaille Zindel Segal, qui est professeur de psychiatrie à Toronto, qui a conduit cette étude, on les met tous sous antidépresseurs pendant 8 ou 10 mois. Donc, on donne l'antidépresseur pour les guérir. Ceux qui ont bien répondu à l'antidépresseur, ceux qui ont guéri, sont inclus dans l'étude. On ne prend pas ceux qu'on n'a pas réussi à améliorer, on prend des gens guéris de l'épisode dépressif. Mais ce qu'on sait, c'est que s'ils ont fait 3 épisodes, ils vont en refaire un 4e, forcément. Si vous ne restez pas sous traitement, quelle qu'en soit la forme, après avoir fait 3 épisodes dépressifs, vous en ferez un 4e, un 5e, etc. Les épisodes tendent à récidiver et à s'accélérer. On les sépare en 3 groupes. On les randomise, une fois de plus, tir au sort, on les répartit dans 3 bras. Les 2 premiers bras, on leur dit, voilà, vous avez fait 3 épisodes dépressifs, il y a un gros risque de rechute, on arrête la rigolade et on va continuer l'antidépresseur pendant 2 ans. C'est comme ça. Et simplement, dans un cas, ils reçoivent vraiment l'antidépresseur, on leur donne dans le service à l'hôpital. Dans l'autre, c'est un placebo qu'ils reçoivent. Donc, eux croient, le médecin croit qu'ils ont un antidépresseur, mais en fait, ils ont un placebo. Et le 3e groupe, on leur apprend à méditer, ces techniques de méditation simple, de pleine conscience dont je vous parlais. Et lorsqu'ils maîtrisent cette technique de méditation, on arrête l'antidépresseur et on leur dit, on pense que la méditation va vous aider à ne pas rechuter, donc on vous a appris, on vous recommande quand même de bien faire les exercices tous les jours et on va vous revoir régulièrement. Et on regarde la survie, entre guillemets, de ces patients, c'est-à-dire on regarde quels sont ceux qui restent indemnes, qui ne rechutent pas, et quels sont ceux qui rechutent. Et vous voyez, c'est des courbes de survie assez classiques, donc je n'ai pas de pointeur, mais vous voyez que la courbe en bas, donc en haut, au début, vous avez 1.0, c'est 100% des patients sont guéris, puisqu'on inclut que des patients guéris dans l'étude. Et puis, sur les abscisses, vous avez 100, 200, 300, ce sont les jours, c'est le temps qui s'écoule. Vous voyez tout de suite que le groupe placebo sont les pointillés verts, et très rapidement, ça ne va pas. C'est-à-dire, au bout de quelques mois, il y a déjà 20% qui ont rechuté. Au bout d'un an, il y en a à peu près 60% qui ont rechuté. C'est la dégringolade. Au bout de 2 ans, 80% ont rechuté. Donc, si j'arrête
mes médicaments antidépresseurs, après avoir fait 3 épisodes ou plus, je suis à peu près sûr de rechuter 80%, dans 80% des cas dans les 2 ans, etc. En haut, vous avez en bleu, la courbe bleue, le maintien de l'antidépresseur. Donc vous voyez qu'au bout de 2 ans, 70 à 80% des patients sont encore non déprimés, sont intacts. Et vous avez la courbe rouge qui est le groupe qui médite, qui obtient les mêmes résultats. Au bout de 2 ans, 70% de ces patients qui méditent, pour peu qu'ils continuent de méditer évidemment, eh bien, est protégé contre les rechutes dépressives. Donc ça c'est assez génial. Sauf que c'est plus compliqué quand même de méditer que de prendre un antidépresseur. L'antidépresseur, c'est 3 secondes le matin, puis on passe à autre chose. Méditer, c'est prendre 20 minutes tous les matins, puis régulièrement dans la journée se poser, se centrer, un peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est génial, la méditation. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Alors il y a quand même, disons, des bémols qu'on peut porter à tout ça. D'abord, il y a des limites. La méditation n'est pas une panacée. Vous avez vu qu'elle ne préservait pas 100% des patients de la rechute dépressive, par exemple, seulement 70%. C'est bien, c'est comme les antidépresseurs, mais ce n'est pas non plus l'arme absolue. Elle a des contraintes, c'est-à-dire que ça ne marche que si on médite, tout comme l'exercice physique ne nous fait du bien que si on court. Ce n'est pas le concept de vélo qui nous fait du bien, c'est de pédaler réellement. C'est la même chose pour la méditation. Il y a aussi des personnes à qui c'est compliqué de proposer de méditer parce qu'elles sont fragiles, des gens un peu borderline, un peu délirants, qui souffrent un peu de schizophrénie. Ça peut les troubler quand même, cette histoire de modification d'état de conscience. Donc il faut y aller très prudemment, voire leur proposer autre chose. On peut imaginer aussi que finalement la méditation c'est juste un outil et que tout dépend des buts qu'on va se fixer quant à l'utilisation de cet outil. Si j'apprends à un tueur en série à méditer, eh bien, il va être plus calme émotionnellement, et il va moins s'exciter au moment d'assassiner les gens, il va moins culpabiliser, il va avoir une meilleure attention à ce qu'il fait. Bon, donc on rigole, mais c'est quand même un peu des questions qui ont été posées, par exemple, quand l'armée des États-Unis a entraîné certaines de ses troupes à la pleine conscience, où on s'est dit, bon, alors on sait qu'il y a des études qui montrent que du coup, ils ont moins de traumatisme psychologique lorsqu'ils sont de retour du combat, mais on suppose aussi que ça en fait des meilleurs guerriers quand même, quoi qu'ils disent, avec moins d'état d'âme, etc. Bon, voilà, toutes ces choses-là se discutent. Et puis il y a la question des sectes qu'on nous pose souvent. Oui, mais la méditation, est-ce que c'est pas un moyen pour les sectes de recruter? Ben oui. C'est un moyen parmi d'autres. Les sectes, elles recrutent en vous proposant des bilans psychologiques, en vous proposant de la méditation, en vous proposant de la psychothérapie. Donc, c'est ce qui doit inciter à une relative prudence. Dès que la personne qui vous propose la méditation vous semble un peu bizarroïde, vous demande de ne pas trop parler de ce que vous faites à votre famille, vous demande un peu des sommes d'argent croissantes, etc., alors à ce moment-là, il vaut mieux mener une petite enquête, ou alors commencer en ne s'adressant qu'à des praticiens qui nous ont été recommandés par des médecins ou des psys qu'on connaît, ou qui appartiennent à une association. Je vous donnerai la référence de l'association en France qui recense les praticiens correctement formés. Voilà. Très rapidement, je vais vous parler un petit peu des aspects pratiques. Comment ça se passe, la pleine conscience? C'est un truc très simple. Il s'agit de décider de se rendre présent à ce qu'on vit. Voilà. Je ne suis pas dans la distraction, dans la dispersion, dans l'action. Je m'arrête. Je me dis, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu es en train de ressentir dans ton corps? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Qu'est-ce que tu entends? C'est des trucs aussi simples que ça. On accomplit cet acte de présence en prenant soin de ne pas tomber dans certains pièges dans lesquels on tombe habituellement. Par exemple, premier piège, je me rends présent sans attendre quoi que ce soit. Quand je médite, je vous l'ai dit, je ne cherche pas à être plus détendu, plus intelligent, à me calmer, à m'exciter. Je cherche juste à voir ce qui se passe actuellement en moi. Pas d'objectif autre que regarder et accueillir ce qui est là. Du mieux que je peux, j'essaie de ne pas juger si ce que je vois, en me rendant présent à mon expérience, ça me convient ou pas. Par exemple, les séances où mon esprit part dans tous les sens, ou bien les séances où je suis très stressé, je peux avoir tendance à juger, à me dire « ça ne va pas du tout, c'est une mauvaise séance, arrête, laisse tomber ». Ce qui est une erreur, selon les critères de la méditation en tout cas, qui dit «
quoi que vous rencontriez quand vous méditez, accueillez-le, acceptez-le, observez-le. Si quand vous méditez, vous apercevez qu'il y a un malaise, que vous êtes tendu, anxieux, c'est qu'en ce moment vous êtes tendu et anxieux, et plutôt que de vouloir fuir cette anxiété en vous remettant au boulot, en ouvrant une bonne bière ou en allant voir votre compte Facebook, prenez un peu le temps de voir qu'est-ce que ça donne. Affrontez un petit peu le truc. Tout ça a des limites, hein, c'est pas la peine de se déclencher des attaques de panique, mais la démarche c'est je ne juge pas de ce qui se passe, je l'affronte, je le regarde, je cherche à le comprendre. Alors, en tout cas, à le ressentir, à l'éprouver. Et j'essaie de ne pas choisir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Quand je me relaxe, évidemment, je préfère entendre des chants d'oiseaux que la perceuse du voisin. Quand je médite, les deux sont intéressants. Les chants d'oiseaux sont intéressants pour voir ce que ça provoque d'agréable en moi. La perceuse du voisin est intéressante pour voir comment, face à des trucs qui me contrarient, mon corps se crispe, mes pensées deviennent hostiles, mon envie d'arrêter la séance grandit. Ça aussi c'est intéressant parce qu'en général, ce qui se passe dans une séance de méditation ressemble assez souvent à ce qui se passe dans ma vie. Quand j'ai des difficultés en méditant, j'ai tendance à y répondre par des automatismes mentaux et comportementaux proches de ceux qui sont les miens face à des difficultés dans la vraie vie, entre guillemets. Il y a deux étapes dont je voulais vous parler quand on entraîne les gens à méditer. D'abord, stabiliser l'attention. Quand on démarre les exercices de méditation, en général, notre esprit est un peu dispersé. Notre corps essaie de rentrer dans l'exercice, mais notre esprit, souvent, un peu comme dans ce dessin, il est ailleurs, il vagabonde, on a des préoccupations, des projets, des idées qui nous amènent finalement à d'autres endroits que celui où nous nous trouvons. Donc la première étape, c'est de se centrer, de stabiliser notre attention. Alors pour ça, on a besoin d'une cible. Il faut porter notre attention, viser avec notre attention une cible. En général, les meilleures cibles pour méditer, c'est ce qu'on appelle les cibles mouvantes. C'est des objets attentionnels qui sont en mouvement régulier et plutôt lent si possible, pour ne pas nous énerver. On ne peut pas méditer face à un stroboscope, qui est pourtant en mouvement régulier. Et c'est pour ça que la plupart des humains, excusez-moi, quand je parle de méditation, je vais monter la température corporelle, la plupart des humains entrent assez spontanément en état méditatif face à des cibles mouvantes, face aux vagues de la mer, face au feu de cheminée, face au paysage des trains qui défilent derrière la vitre, parce que ça capte notre attention, ça la stabilise, ça apaise nos émotions. Comme c'est compliqué quand même d'avoir toujours avec soi des bûches ou d'habiter toujours au bord de la mer, on peut allumer un feu ou avoir les vagues de la mer, on utilise une autre cible mouvante qui est la respiration. La respiration, elle est toujours là, avec nous, et on va s'en servir pour caler le début de notre séance de méditation. Alors, je vous propose, on va faire ça vite hein, parce que j'ai déjà trop parlé, de faire un petit exercice de méditation pour vous donner un tout petit avant-goût. Donc pour méditer, ce qu'on recommande en général, alors on ne va pas se mettre en lotus, c'est de se tenir droit dans le siège, essayer de ne pas être trop avachi, en tout cas celles et ceux qui veulent bien tester, hein, vous n'êtes pas obligés, bien. Donc je vous recommande de vous redresser un petit peu, de mettre les pieds à plat, pas les jambes croisées si possible, et de laisser vos mains reposer sur les genoux, paume vers le haut, paume vers le bas, les épaules un peu ouvertes. Vous pouvez garder les yeux ouverts, vous pouvez les fermer, comme vous sentez. Tranquillement, je vous propose de prendre conscience de votre respiration. L'idée n'est pas de contrôler la manière dont on respire, de respirer par le ventre, comme ceci, comme cela, non. L'idée, c'est juste d'observer que notre respiration se fait tranquillement, toute seule. L'idée aussi n'est pas de réfléchir à la respiration, mais de la ressentir. Par exemple, on va prendre le temps de sentir le mouvement de l'air qui entre dans notre nez et notre gorge, puis qui en ressort. On peut observer peut-être que l'air qui entre est un peu plus frais, l'air qui ressort un peu plus tiède. On peut aussi, je suis désolé, je vais un peu vite, on peut aussi prendre le temps de ressentir
les mouvements de notre torse, notre poitrine et notre ventre. Là encore, je me contente de laisser mon corps respirer comme il veut, mais je ressens ma poitrine et mon ventre qui s'élèvent et qui s'abaissent au rythme des mouvements respiratoires. Du mieux que je peux, je garde la conscience de ces mouvements respiratoires au centre de mon attention. Parfois, je vais m'apercevoir que mon esprit s'en va, que je me suis mis à penser à telle ou telle chose, tel ou tel projet, tel ou tel souci. C'est normal, c'est toujours comme ça dans ces exercices. L'esprit s'en va un moment. À ce moment-là, je reviens tranquillement au souffle. Et chaque fois que mon esprit s'en va, je le ramène au souffle. Donc, c'est une question de persévérance, de patience, c'est un entraînement. Je ressens le mouvement de l'air qui entre et qui sort, je ressens les mouvements de ma poitrine et de mon ventre. Du mieux que je peux, je me rends présent à ces sensations. Et à chaque fois que mon esprit partira, je reviendrai à ces sensations. Voilà, alors, on pourrait rester des heures comme ça, moi ça me ferait beaucoup, de faire méditer pendant une heure entière, mais on va devoir arrêter quand même, parce qu'on a un beau programme qui nous attend. Alors vous voyez, ça c'est typique des exercices de méditation, c'est simple, mais c'est pas si simple que ça, parce qu'assez souvent, on s'aperçoit que quand on veut rester centré sur le souffle, c'est la flèche verte, en réalité, notre attention se balade. On est là, je ressens, puis hop, je me dis, tiens, je m'arrête ma voiture, non, vite, reviens au souffle, etc. Puis là, j'ai oublié de prévenir machin qu'il fallait faire ça, on revient au souffle, et ça, c'est l'exercice normal. Et ce qui est important dans l'exercice, ce sont les petites croix rouges. C'est tous les moments où je prends conscience que mon esprit a quitté le souffle pour partir vagabonder dans ses pensées, et où je décide de revenir sur le souffle. Ça, c'est un entraînement attentionnel formidable. C'est-à-dire, j'apprends à repérer le vagabondage de mon esprit et à recentrer mon esprit sur l'objet que j'ai choisi pour poser mon attention, en l'occurrence le souffle. Puis il y a une deuxième chose qu'on cherche à cultiver lorsqu'on est en train d'apprendre la pleine conscience de nos patients, c'est une qualité particulière d'attention. Il n'y a pas juste fixer notre attention sur un objet précis, mais il y a aussi se débrouiller pour que ça soit assez fluide, enfin vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc les problèmes qu'on a avec l'attention, vous l'avez compris, en gros c'est les deux extrêmes, soit ça part dans tous les sens, je suis dispersé, je suis instable, mais on a aussi, et notamment en pathologie, en psychiatrie, le problème inverse, quand les gens se fixent sur quelque chose, se mettent à ruminer, à ressasser, ont des idées fixes et des obsessions. Ces obsessions, ces ruminations sont des problèmes classiques en psychopathologie et dont on considère qu'elles sont une cible thérapeutique importante. Dans la méditation de pleine conscience, on commence par focaliser notre attention sur la respiration et on considère que tout ce qui n'est pas respiration, c'est de la distraction et donc on revient au souffle. C'est l'attention focalisée, tout ce qui n'est pas respiration, c'est de la distraction. Et puis peu à peu, quand on a calé son attention, alors on va apprendre au contraire à ouvrir notre champ attentionnel. Et là, on va avoir conscience du souffle, de tout notre corps, on passe notre corps en revue longuement, on se met à écouter attentivement tous les sons. L'illumination, c'est le rétrécissement de mon champ attentionnel sur un truc qui me fait du souci, et je néglige tout le reste. Voilà, donc la vidéo montrait un petit peu ça. Donc là, on va accélérer un peu pour avoir le temps de discuter. Vous savez, ces histoires de méditation, je vous disais que c'est vraiment 1 minute. C'est vraiment un truc ancien. Saint François de Sales disait « c'est important de méditer 1 demi-heure par jour ». C'est essentiel, sauf si on est très occupé, comme vous l'êtes sans doute toutes et tous dans cette salle. Dans ce cas-là, quand on est très occupé, alors c'est signe qu'il faut doubler la dose. Et tous les gens qui disent « j'ai pas le temps de méditer », c'est mauvais signe. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils méditent. C'est pas très grave, parce que finalement, je vais
temps de trop vous en parler, mais il y a aussi des exercices de méditation très brefs, de quelques minutes. Dans la journée, je m'arrête et je prends conscience de ce qui m'arrive en respirant tranquille. Voilà, vous avez compris qu'il y avait encore plein et plein d'autres choses à vous raconter, mais on va en rester là parce qu'on a une suite de programmes très intéressants. Merci.